J'ai 55 ans et je suis déjà morte. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Voilà, le message d'espoir, il est là, parce que depuis que j'ai eu le courage de faire ça, je suis vivante. Vivante. Ces mots sont ceux de Christine, victime de violences psychologiques pendant plus de 40 ans. Bonjour, je m'appelle Florence Bellon et j'ai voulu comprendre comment, grâce à l'accompagnement du service parenthèse de la ville d'Antibes, les femmes victimes de violences conjugales entament un parcours de résilience. Parenthèse existe depuis plus de 20 ans. En 2023, 287 victimes ont poussé sa porte. 170 d'entre elles le faisaient pour la première fois. Dans ce podcast, vous allez entendre le témoignage émouvant et singulier de Christine, celui de Karine Raimondo, responsable de la structure Parenthèse, et enfin, la voix de Jean Leonetti, maire d'Antibes, à l'initiative de ce service public unique en son genre. Première partie, le témoignage de Christine. Afin de préserver son anonymat, nous avons modifié son prénom et sa voix. Je l'appellerai Christine. Bonjour Christine. Bonjour Florence. D'abord, ce que je voulais, c'était vous remercier d'avoir accepté de nous rencontrer. Je vous en prie, si je peux aider des femmes, c'est vraiment avec plaisir que je le fais. J'ai eu un petit peu de mal à être convaincue, je l'avoue. Chaque histoire de violence, chaque histoire de femme est une histoire particulière. La vôtre est singulière parce que vous avez été mariée, je crois, pendant 40 ans ou plus. Et puis un jour, vous avez poussé la porte du service parenthèse. Oui. Est-ce qu'on peut parler de déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre tête ou dans votre vie qui vous a poussé un jour à venir toquer à cette porte? Bien sûr, ça, ce déclic, je le revois sans arrêt d'ailleurs. Mais franchement, c'est vrai que c'est quelque chose de très très douloureux parce que au départ, c'était juste quelqu'un dans la famille qui n'allait pas bien, un de nos enfants. Et un de nos enfants demandait de l'aide à nous, parents. Et comme dans la discussion familiale, il a été à un moment donné question de peut-être remise en cause de l'éducation, de ce qui avait pas fonctionné pour cet enfant. La réaction de mon ex-conjoint a été un déclic monstrueux en fait. Et là, le mot est sorti pour la première fois, alors que tout était écrit dans un journal intime en disant que je vivais avec quelqu'un d'invivable. Et ça me sort, lui me regarde comme ça. Il n'avait jamais entendu ça, comme vous dites, en plus de 40 ans de mariage. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec moi alors? Et je dis, c'est ça mon problème en fait. Je veux comprendre ce que je fais avec toi depuis si longtemps. Pourquoi j'ai rien fait avant? Et là, à partir de ce moment-là, ma détermination, elle était sans faille. Alors que dans ce carnet intime, à plusieurs reprises, je disais, je vais partir. Quand j'aurai fait ça, je vais partir. Et je ne l'ai pas fait. Mais la ligne rouge avait été franchie. Et la ligne rouge, pour moi, c'est les enfants. On ne touche pas aux enfants. Alors je dis ça. Et pourtant, j'ai accepté la violence. Et le problème, je crois, dans mon cas, c'est que j'ai pas eu de violence physique, ou plus exactement, j'ai eu une fois, une seule gifle. Et mon fils me dit, mais tu as eu une seule gifle, mais c'est la gifle de trop. Oui, mais la manière dont j'ai reçu cette gifle, c'est, ah ouais, mais il faut plus que je fasse ça alors. Ça va pas, il faut plus que je fasse ça. Donc après, il y a eu que des cris, que des objets jetés, des objets balancés, des coups dans la porte, et tout ça a fait que moi, je l'ai encaissé pour les raisons qu'on sait, parce qu'on est amoureuse, parce qu'on veut sauver quelque chose, parce qu'on veut le sauver lui, parce qu'on sait qu'il a une faille. Il a une faille psychologique dont il nous a fait part, et alors on veut le sauver. Mais par contre, pour les enfants, c'est terrible, je vous assure, c'est terrible. Et rien que pour ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer aux femmes, c'est pour vos enfants, sauvez-vous, vraiment, fuyez. Et c'est ce qu'aussi on m'a dit ici, dans le service. Je l'ai réentendu. J'essaie de comprendre si effectivement je pouvais sauver quelque chose, sauver le couple, sauver la famille. Et de ce que je décrivais, on m'a dit non, malheureusement, il faut fuir. Et c'est ça que je ne voulais pas entendre. Et c'est pour ça que j'écrivais à mon carnet. C'est pour ça que je parlais à personne. Personne. Donc la seule qui m'alertait, c'était ma fille aînée. Et
elle me disait, oui, il a fait ci, il a dit ça. Et moi, je disais, ah oui, mais tu sais, c'est parce qu'il a du souci en ce moment, c'est parce qu'il est fatigué. Ah, mais tu sais, ça passe, faut pas... Il faut pas s'arrêter à ça, il est gentil, par ailleurs. Et puis, il y a des fois, je raccrochais, je disais, mais c'est vrai ce qu'elle dit, mais c'est horrible. Je suis avec un monstre si c'est ça. Et donc, j'en parlais pas. J'avais la vie de rêve. Pour mes amis, j'avais la vie de rêve. J'avais l'homme de rêve. Mais ça, on me l'a dit encore récemment. Et heureusement, il y avait lui. Et lui, les gens ne voient pas, donc c'est mon journal intime. Et quand donc mon enfant, qui a permis de faire ce déclic parce qu'il allait pas bien, et quand il m'a dit, mais tu sais, tu as été maltraité en fait. Et je lui dis, ah bon, j'étais maltraitée, puis je lui dis, ah mais c'est vrai, t'as raison. Et j'ai été chercher ce carnet, et j'ai lu des passages de ce carnet. Et dans ce carnet, à un moment donné, je dis, j'ai 55 ans et je suis déjà morte. J'écris ça. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Voilà, le message d'espoir, il est là, parce que depuis que j'ai eu le courage de faire ça, je suis vivante. Vivante. Tout à l'heure, quand on discutait toutes les deux, avant d'ouvrir le micro, vous me disiez que vous aviez en mémoire, vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion, le premier rendez-vous qui s'est passé là avec Karine, où la première chose en fait à comprendre, c'était la différence entre la violence psychologique et puis une forme d'incompréhension qui peut exister à un moment dans un couple et dans un huis clos conjugal. Moi, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée ici. J'ai dû taper sur Internet, je ne sais pas. Je suis venue là comme un zombie. J'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et je suis venue. Et j'ai expliqué les faits. Karine me dit, bon, de ce que vous me racontez, il faut déceler si c'est divergence de vue. Il y en a un qui veut aller en vacances en montagne et l'autre à la mer. Et puis, du coup, il y en a un qui veut prendre le dessus, etc. Ça, d'accord, ça, c'est des problèmes de couple. Ou de l'emprise. Alors, emprise, voilà. Mot que je n'avais, mais pas en tête. Mais vraiment, depuis, j'ai lu des tonnes de trucs. Depuis, j'ai compris. Mais quand je suis venue là, je ne connaissais même pas le concept. Et ce dont je me suis rendu compte, avant de le rencontrer, avant de le connaître, et j'ai eu ces témoignages depuis de gens qui m'ont connu avant. J'étais une femme qui avait fait des bonnes études, qui avait eu un super job, qui allait de par le monde toute jeune. Et quand je l'ai rencontré, amour fou, changement de vie total. Et là, mon champ d'action s'est rétréci malgré moi. Donc, j'ai dû donner ma démission, j'ai dû rentrer dans un appartement qui était trop petit pour nous deux, j'ai dû virer des choses du coup parce que ça n'allait pas, ça ne rentrait pas, donc ça commence comme ça. Et après, c'est son travail, mais malgré lui, attention, hein. Je pense que c'est malheureusement malgré lui et malgré eux. C'est, ah bah tiens, non mais ce job là, c'est pas pour toi, t'as vu... tu rentres trop tard, t'as plus de vie de famille, etc. Donc, donne ta dème. Donc, je donne ma dème. Ah, puis quand même, j'ai un petit peu peur, je ne veux pas me retrouver sans travail. Viens travailler avec moi, viens dans mes locaux. Et puis, les taux se resserrent. Mais quand je vous dis ça, c'est parce que c'est mon analyse d'aujourd'hui. L'analyse de l'époque, c'était pas ça. C'était, waouh, il m'aime, oh là là, qu'est-ce qu'on est fusionnel. Alors, je pense qu'un couple qui dit qu'il est fusionnel, soit il est fusionnel et tout va bien, les deux sont heureux, mais s'il y en a un qui a un malaise par rapport à ça, il faut qu'il se pose la question. Aujourd'hui, je me dis, amour fusionnel, non, c'était amour étouffant. Là, Christine, vous nous avez décrit les mécanismes de l'emprise et de l'isolement qui l'accompagnent souvent. Avec le recul, est-ce qu'il y a des phrases clés qui vous étaient dites et qui aujourd'hui résonnent autrement? Est-ce que vous pouvez nous dire... nous donner des exemples finalement de la violence de certains propos pour que nos auditeurs comprennent en fait. Ah oui, j'ai fait un truc sportif et il me dit c'est pas mal pour une vieille. Je pars et je rentre à la maison et je pleure toute seule. Et mon enfant était petit à l'époque et qu'est-ce qui se passe maman? Je sais même pas si je vais raconter ce mot. Et donc, ça, c'est un exemple. Après, des choses beaucoup plus classiques. Tu conduis comme une merde. De toute façon, tu ne sais pas faire à bouffer. Je
je le dis, coupe s'il faut, t'es fini au pipi, quoi. Mais c'est super violent, ça. T'es fini au pipi. C'est moi qui fais tout. Oui, c'est ça, tout est grâce à lui, c'est lui qui fait tout. Et ce qui était assez caractéristique, c'est qu'il avait beaucoup de mal à reconnaître. Quand par exemple mon entourage disait ah, mais c'est super, t'as fait ça donc dans mon travail. Ah ouais, bah, évidemment, hein, ils sont suffisamment emmerdés, hein, ces clients. Ça pouvait jamais être positif. Il fallait jamais qu'on reconnaisse que j'avais une valeur. Donc, c'est qu'on se sent dévalorisé. Et c'est aussi le phénomène de l'emprise dont je n'avais absolument pas conscience. On se dit, mais je ne sais rien faire, je ne sais plus rien faire. Et comme je l'ai rencontré jeune, je ne savais plus de quoi j'étais capable ou pas capable. C'est plus que de l'humiliation à ce point-là, c'est de faire croire qu'on est bon à rien et qu'on ne sait rien faire. Alors que j'ai fait des études, alors que j'ai eu des bons jobs, alors que je connaissais ma valeur intrinsèque, mais même après ma séparation, c'était même des amis qui devaient me dire « mais écris, pense à toi comme si tu parlais de quelqu'un d'autre ». D'ailleurs, ça m'a été beaucoup dit, c'est-à-dire que le fait de partir, de le quitter, c'était tellement, mais c'était l'Everest en fait, l'Everest, hein, vu la personnalité. Vous voyez, donc j'ai du mal à donner des exemples d'humiliation, c'est bizarre. L'Everest parce que tout y passe justement, en méchanceté, mais c'est beaucoup ça, c'est ne pas vouloir garder mes affaires, vouloir tout jeter, il n'y a que ses affaires à lui. Moi, il faut que je sois toujours tout petit ou tout dans une pièce. C'est pas tant l'humiliation, c'est nier mon existence. Et la manière dont, du coup, le foyer s'est fait, c'était lui le grand soleil, moi qui essaie de protéger le plus possible les enfants de la violence verbale. Les enfants n'osent pas l'appeler en direct. Les amis n'osent pas l'appeler en direct. On ne sait jamais à quel moment on va tomber. Et on tombe toujours mal. Et tout le monde a la même enseigne, en fait. Et moi, justement, je sais gérer ça. Je sais à quel moment je dois dire ça. Je sais si je peux le dire, pas le dire. Donc, on est sous le régime de la terreur. Et je vais vous dire un autre exemple comment on est sous le régime de la terreur. C'est dans le journal intime. Non seulement je n'écris pas en français, mais j'écris en anglais. Et non seulement je n'écris pas en anglais, à un moment donné, j'écris en langage codé. Parce que vous avez peur qu'il tombe dessus. Absolument. Ce journal, Christine, que vous me montrez, là, que vous me tendez, vous avez commencé à l'écrire quand? J'avais commencé à l'écrire adolescente. Et puis, ce journal, au moment où j'ai rencontré cet homme, nous avons fait un autre journal, un journal commun, mais d'amoureux. On écrivait tous les deux. Et puis là, c'est le conte de fées. Et quand je le relis, et je vois, mais c'est écrit, ah, ça m'est arrivé à moi, mais c'est sublime, c'est merveilleux. Et au fil des pages, lui, il va de moins en moins bien. Je vais de moins en moins bien. Et tout d'un coup, on s'arrête tous les deux d'écrire dans le journal. Et là, je réattaque avec celui-là, mon journal. Christine, en travaillant sur vous, avec la psychologue de parenthèse, avec le travail que vous faites, vous avez réussi, et en lisant beaucoup, je vois, à commencer à décoder ces mécanismes d'emprise, hein, puisque c'est vous qui mettez le nom dessus. Aujourd'hui, le processus de résilience, il en est où? Alors, et ça c'est depuis ma séparation, aucune haine contre lui, parce que je suis trop consciente que quelque part, il n'y est pour rien, et je continue à dire qu'il n'y est pour rien, que c'est effectivement une blessure d'enfance. Moi, à la limite, je me dis, franchement, même si ça a été long, c'était mon chemin, donc je ne regrette rien. Par contre, ça ne peut pas se fermer, cette blessure, c'est le mal aux enfants. Parce que le mal aux enfants, il n'est malheureusement pas guérissable. Quand vous parlez de sa blessure d'enfance et quand vous dites qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, est-ce qu'en résonance, vous-même, vous portez une blessure d'enfance qui vous a amené sur ce chemin-là? Clairement. Sur oui. cette rencontre? Clairement. Clairement, et ça, je l'analyse très facilement. J'ai même analysé auprès de mes enfants, je sais pourquoi je suis tombée. C'était non seulement je suis tombée sur un individu comme ça, mais j'ai recherché un individu comme ça. Vraiment. J'ai vraiment cherché un individu comme ça par rapport à mon éducation. Pour nos auditeurs, il faut bien préciser que cette recherche, elle est inconsciente. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. C'est pas votre conscient qui vous pilote à ce moment-là. Absolument, absolument. Mais disons que les belles histoires que j'avais avant, qui auraient été vraiment trop simples, elles étaient trop simples. Et je recherchais
autre chose. Et encore une fois, c'est pas un problème en tant qu'adulte, mais embarquer des enfants là-dedans, c'est ma terreur aujourd'hui, je vous assure, c'est ma terreur. Et le problème énorme, c'est que la famille ne peut rien faire. Je sais que par exemple mes parents qui avaient conscience de ça, s'ils m'avaient alerté, mais je leur dis encore aujourd'hui, vous m'auriez alerté, j'aurais arrêté de vous voir, vous. Et ça, ils le savent. Parce que dès qu'on l'évoque à quelqu'un de l'extérieur, on sait que la personne de l'extérieur va dire « va-t'en ». Et si on n'est pas prête pour plein de raisons, soit on est encore amoureuse, soit ça va être très compliqué, soit on ne s'en sent pas la force parce que justement il y a cet Everest à monter. Et si on n'a pas les forces physiques de monter l'Everest... Vous avez compris, Christine, pourquoi il agissait comme ça? Oui. Est-ce qu'on peut parler de pardon? Est-ce que c'est l'étape suivante? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? La seule condition, le seul pardon, c'est si lui-même faisait la toute petite part d'essayer de comprendre ce qu'on lui reproche. Je demande que ça, de débuter à essayer de comprendre ce qu'on lui reproche. Le début d'un début, c'est tout ce qu'on lui demande. En préalable à cette rencontre, vous avez demandé à ce que votre voix soit modifiée pour ne pas être reconnue. Est-ce que vous vivez encore dans la peur, Christine? Pour être sincère, pas dans la peur physique, toujours pas, parce qu'il y a eu un moment où je me suis sentie en danger, oui, au tout début. Vraiment parce qu'il y a eu pétage de plomb. Hein. Aujourd'hui, non. Une fois que les choses sont calmées, la seule chose, c'est si tout d'un coup j'étais reconnue, j'aurais peur de réveiller des SMS, de l'incompréhension. Parce qu'en fait, il faut voir une chose, c'est que moi j'ai ma vérité, et j'ai la vérité des enfants, et lui, il a sa vérité. Et sa vérité, je vais vous la donner, c'est il a tout fait pour nous, il ne comprend pas ce qui m'a pris, et en fait, nos enfants m'ont retourné la tête, parce que je suis un être faible. Voilà sa vérité. Donc s'il entendait mon témoignage, il dirait mais diffamation, ça serait ça, tout simplement. Et c'est ça que j'ai pas envie de vivre. Je ne crains pas pour ma sécurité, vraiment pas. Est-ce que vous vous sentez maintenant une responsabilité par rapport à ces femmes? Parce que je sais que l'autre postulat que vous aviez posé avant qu'on se rencontre, c'était de dire que vous souhaitiez quand même déposer un message positif et dire aux autres femmes qu'il existe des solutions. Ah mais oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça fait partie justement de ma démarche aujourd'hui. Je sais ce qu'elles vivent, je sais dans quoi elles sont, je sais que ça peut être très 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 compliqué. Mais c'est absolument faisable parce que déjà, il y a une entraide féminine énorme. Ces groupes de parole, on ne peut même pas imaginer le bien qu'ils nous font. Pourquoi? Parce qu'on est isolé jusque-là. On croit qu'on est seul à vivre ça. Et puis tout d'un coup, on entend, on voit des femmes. Alors le fait est, hein, les expériences, comme vous le disiez tout au début, sont tout à fait diverses. Et il y a des moments, mais combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais moi, j'ai pas reçu ça. Moi, on n'a pas essayé de m'étrangler. Mais quand même, les scénarios sont les mêmes. Donc, comme vous disiez, déjà, je pense que nous qui avons vécu ça, toutes, notre rôle est de communiquer le plus possible, partout où on peut, communiquer. Et que ces jeunes femmes qui vivent ça, je donne un exemple tout simple. Si le conjoint commence à dire « Ouais, ta mère, elle est ci, ouais, tes parents, non, on ne veut pas les voir », alerte, première alerte. Et c'est tout bête, elle s'affirme, ben écoute, mes parents, c'est comme ça, tu vois les tiens, donc moi je vois les miens, ça te plaît pas, c'est pareil. Et si ça bloque, il faut, dans la mesure du possible, faire stop, quoi. Donc oui, essayez tout avant. Essayez la thérapie, essayez tout. C'est mieux d'essayer de garder la famille. Et puis, si on s'aperçoit qu'on a vraiment affaire à un cas qui ne peut pas se résoudre, et ben là, on demande de l'aide avec tout ce qui est possible aujourd'hui. Ah oui, le 3919. Mais merci à eux, mais merci à eux. Ils m'ont répondu à tout moment. Quand ils me harcelaient, mais pas harcelés méchants, harcelés pleurnichants. C'était intenable pour moi parce que j'étais aussi en empathie. Donc déjà, franchement, pensez à appeler le 3919. Mais même s'il y a quelque chose qui semble bizarre, il me dit ça, il ne me permet pas de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Premier geste, ce numéro magique. Il n'y a pas d'attente. Et c'est la première chose que j'ai faite, alors que jamais j'avais fait ça. Ça a été fantastique. Après l'entraide familiale, les amis, j'ai été logée, ça a été juste incroyable. Donc oui, on peut le faire et oui, il faut le faire. Et il y aura justement ces moments magiques, ces rencontres magnifiques qui vous font voir la vie du bon côté et puis qui font passer de l'état de « j'ai 55 ans et je suis morte » à « j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui
et je suis vivante. Et merci à vous tous d'avoir été là. Merci à Parenthèse. Je leur ai dit combien de fois. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans eux. Là, c'est moi qui vous remercie, Christine, du fond du cœur pour ce beau témoignage. Merci à vous. Prochainement, l'interview de Karine Raimondo, psychologue responsable du service Parenthèse, et de Jean Leonetti, maire d'Antibes, à l'initiative de cette structure unique en son genre. Un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, interview Florence Bellon, réalisé et mixé par Jean-François Diaz.